Bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les podcasts de la Chambre L et dans ce hors-série numéro 3 dédié à l'histoire du sexe, ou dit autrement, l'histoire du monde à travers la sexualité. En effet, la sexualité n'a pas servi qu'à générer des êtres humains responsables et bienfaisants qui auraient fait évoluer l'histoire. La sexualité est la base de l'histoire. Vous voulez des preuves? La guerre de Troie, par exemple, à cause de quoi a-t-elle eu lieu? Des relations sexuelles autour d'Hélène. Le schisme de l'Église d'Angleterre et le catholicisme romain, comment a-t-il été réglé? Par la réponse d'Henri VII qui fut un édit contre la sodomie. La découverte de la pénicilline n'est que le résultat de la quête d'Alexandre Fleming pour guérir sa gonorrhée, c'est-à-dire la chaude-pisse, bref, une maladie sexuellement transmissible. En fait, si l'on considère la prépondérance de la sexualité dans l'histoire, c'est surprenant que les pages de ces livres ne collent pas encore ensemble. Pourquoi est-ce que je veux vous parler du passé et remonter le plus loin possible dans l'histoire? Pour une raison toute simple, nous avons tout à apprendre du passé. Dit autrement, vous n'auriez jamais su quoi faire avec un pénis si vous ne saviez pas ce qui a déjà été fait avec. Et les réponses qui découlent de cette phrase pourraient vraiment vous surprendre. Ainsi, il faut bien commencer quelque part, et j'ai envie de me pencher d'abord sur la Bible, et plus particulièrement sur certaines traductions de la Bible qui sont dites cachées, voire complètement occultées. Ainsi, dans une de ces versions, Dieu créa Adam, et voyant que l'homme s'ennuyait, il décida de créer la femme de la même manière qu'il créa l'homme. Ainsi, on eut Adam et Lilith. Tout se passait bien jusqu'à ce que Lilith décréta que, comme elle avait été créée de la même manière que l'homme, elle avait les mêmes droits que lui et pouvait donc prendre les devants, voire le dessus sur la sexualité, et qu'elle n'était pas que soumise au désir de l'homme. Adam l'a plutôt mal pris et s'en est plaint à Dieu, lui disant que il était bien gentil de lui avoir fait une compagne, mais que si la compagne ne faisait pas exactement ce qu'il disait, ça l'arrangeait pas trop. Du coup, pour avoir la paix, Dieu bannit Lilith de l'Éden et créa Ève. Voilà, je vous laisse imaginer pourquoi cette version a été plus ou moins occultée, voire complètement bannie. C'est simplement parce que si on se réfère à ce texte-là, la femme a été l'égale de l'homme, et même si Dieu l'a bannie parce que l'homme l'a demandé, elle a été créée exactement de la même manière, et donc elle aurait le droit de faire et de gérer sa vie comme bon lui semble. Du coup, on préfère de très loin nous raconter la version traditionnelle, et encore, je vais revenir sur cette version en prenant une autre version occultée. Donc, Dieu a créé Adam et Ève, mais Dieu n'a pas de partie génitale, puisque dans cette version, il existe en tant qu'un état de constante jouissance, qu'aucun homme, selon lui, ne pourra jamais connaître de son vivant. Quoique, avec le contenu du site et des podcasts, on pourrait vraiment s'en approcher, mais chaque chose en son temps. Donc, si l'on se réfère à cette version de la Bible, Dieu a retiré une partie du ventre d'Ève qu'il a frotté entre ses mains avant de greffer le résultat sur Adam. Voilà pourquoi, selon certaines versions de l'Église catholique, la sexualité dite hétérosexuelle est mise en avant et est prônée comme tellement agréable. Il s'agirait là du cadeau divin. Contrairement à ce que ces églises prétendent, et après c'est promis on arrête de parler de religion, Adam et Ève n'ont pas été exclus du paradis pour cause de relations sexuelles avant le mariage. En fait, Dieu les aurait encouragés à faire l'amour, leur disant d'être fertiles et de se reproduire. Ce qui nous a valu un ticket vers la mortalité, ce fut plutôt d'être créatifs et sans limite, mais vraiment sans limite. Ainsi, si l'on se réfère à ce texte ignoré de l'Église, déclaré profane, Adam et Ève auraient eu des rapports partout, c'est-à-dire dans les fleuves sacrés, entourés d'animaux, avec les animaux, dans les vignes, dont le vin qui était tiré était appelé le nectar des dieux. Bref, même le Créateur avait du mal à en croire ses yeux. Et il avait bien imaginé la sexualité comme quelque chose d'épanouissant et d'amusant, mais il n'avait jamais sous-entendu une perversion à ce point-là.
Le cercueil fut cloué lorsque Ève improvisa un bâillon à Adam sous la forme d'une pomme dont Dieu leur avait dit de rester éloignés et de ne pas toucher. Ève eut beau se défendre et dire qu'il s'agissait uniquement de respecter la parole de Dieu, à savoir « be fruitful and multiply ». Donc, si on traduit littéralement, fruitful, c'est épanouissez-vous et soyez fertiles. Mais fruitful, c'est fruit et full. Donc soyez remplis de fruits et multipliez-vous. Donc, techniquement parlant, Ève a pris effectivement Dieu au pied de la lettre. Mais le sens de l'humour n'y était plus chez le Créateur, et pour le coup, Adam et Ève étaient allés beaucoup trop loin. Notez bien que j'ai dit Adam et Ève qui étaient allés trop loin. Et donc voilà pourquoi le couple d'êtres vivants s'est retrouvé banni du paradis. Voilà donc nos deux premiers êtres humains nus et conscients de l'être, honteux de la sexualité et de la nudité. Notez que ces sentiments perdurent encore jusqu'à nos jours et qu'il faut des années de conscience de soi pour se sentir propre en étant nu face à l'autre. Pire, nous en sommes toujours à découvrir la sexualité par la masturbation en solitaire et nous avons honte avant d'oser essayer la sexualité avec un partenaire, et ce jusqu'à ce qu'on découvre qu'elle est source de plaisir. À travers l'histoire, l'homme a laissé de nombreuses références à la sexualité. Pour preuve, le culte de Vénus, la déesse de la fertilité, et les milliers de statuettes de femmes nues dont les détails montrent autant sa poitrine que son sexe. On pourra citer également le phallus de Kyoto, ou la fête de la fertilité à Kawasaki. Les exemples pullulent dès qu'on s'intéresse aux fêtes dites païennes. Je vous encourage vraiment à consulter et à faire vos recherches sur ces fêtes. Vous seriez surpris du résultat. Donc, si l'on se réfère aux écrits et aux traditions orales, voici l'histoire de la sexualité à travers les âges. Durant la préhistoire, c'est-à-dire 200 000 ans avant Jésus-Christ, durant l'ère dite de la Pangée, les hommes et les femmes auraient été séparés. L'histoire dit que le Créateur attendait que l'un fasse le premier pas vers l'autre. Selon ces textes et ces traditions, il fallut moins d'1 heure à l'humanité pour redécouvrir la sexualité. Et surtout pour en faire une source de plaisir pour adultes. Enfin, adultes, pour personnes matures. Si l'on se réfère à l'archéologie, les faits diffèrent un tout petit peu. Et savoir à quel point nos ancêtres étaient coquins est une question à laquelle on aura du mal à répondre. Ce que nous savons avec certitude, c'est que les Cro-Magnons qui vécurent en Eurasie entre moins 30 000 et moins 10 000 étaient physiquement comme nous, à savoir avec le même cerveau. À partir de là, nous ne pouvons qu'imaginer à quel point ils ont poussé l'art de la sexualité. Ceci dit, tout autour du monde, nous avons retrouvé des cavernes peintes qui nous donnent un aperçu de leur mode de vie. Bien sûr, ces dessins ont plusieurs interprétations plausibles et nous ne pouvons qu'essayer d'en deviner le sens profond. Mais il apparaît clairement que la sexualité jouait un rôle important à cette époque. Les Cro-Magnons étaient donc des chasseurs-cueilleurs vivant dans des grottes. Ces lieux servaient à la fois d'habitation et de lieux sacrés. Encore à notre époque, nous retrouvons de nouvelles traces de leur passage. Elles sont souvent accompagnées de peintures décrivant leur quotidien. Certes, ces dessins d'art représentent des animaux, des scènes de chasse, la lune et les étoiles, mais également la sexualité, incluant la zoophilie. Ceci étant dit, nous n'avons pas retrouvé suffisamment de traces pour affirmer que cette pratique était courante, ponctuelle ou réservée à un groupe spécifique ou à des occasions spécifiques. Ce qui est certain, par contre, c'est que nos ancêtres ont lié la sexualité au monde magique et spirituel, l'homme étant généralement porteur d'une peau de bête ainsi que du masque, et oui, on parle bien de la tête évidée de l'animal sous la forme d'un casque. Dès lors, soit nos ancêtres étaient des joueurs intéressés par les animaux, soit l'homme en se parant de la sorte s'appropriait les vertus de ces animaux et projetait une aura spirituelle autour de l'acte sexuel. Les figurines de Vénus, ces fameuses petites statuettes détaillées de la femme datant du Paléolithique, ont été retrouvées en Europe, de la France à la Russie. Ces statues comportent toutes les mêmes caractéristiques, à savoir des seins proéminents et un estomac rond, certainement pour la fertilité et donc le fait de pouvoir porter un enfant. Leur point commun est qu'elles n'ont jamais de visage à proprement parler. Nous pourrions presque dire qu'il s'agirait d'un talisman que chaque couple devait avoir pour s'assurer d'avoir des enfants.
En effet, à cette époque, la vie était plutôt courte et avoir une descendance était donc quelque chose de primordial. En 3500 avant Jésus-Christ, les femmes découvrent la première profession, à savoir la sexualité rémunérée. En 1100 avant Jésus-Christ, en Grèce, on pratiquait la lutte en étant totalement nu et recouvert d'huile d'olive. En moins 6000, c'est un nouveau culte qui commence à faire son apparition en Iran, puis en Inde et enfin tout autour de la Méditerranée. Cette fois, il n'était plus question que de la fertilité de la femme, mais également de la terre, ce culte symbolisant la vie, la naissance et la mort, qui est tout aussi valable pour nous, êtres humains, que les végétaux qui sont la source de nourriture. On pense qu'il était calqué sur le fait des 4 saisons, qui représentent également la vie, la naissance, la mort. Toute la question est de savoir si l'homme de cette époque pratiquait la sexualité uniquement par nécessité, pour survivre, ou par plaisir. Et malheureusement, nous n'aurons jamais la réponse ferme et définitive à cette question. Mais dans la mesure où ils avaient le même cerveau que nous, je pense que c'était pour toutes ces raisons confondues. Donc, en 2700 avant Jésus-Christ, émerge la civilisation de la Grèce antique et de la Rome antique. On va pouvoir faire un parallélisme entre les deux qui sera très intéressant. Ainsi, nous pourrions commencer par parler de Pompéi, la ville réduite sous la cendre du volcan dont les vestiges nous prouvent qu'il y avait, au moins dans cette ville, plus de maisons closes que de tavernes et de maisons. Les murs des maisons closes décrivaient les différentes postures ou pratiques sexuelles, de manière très explicite. Dès lors, soit la sexualité était un art qui s'affichait librement, partout, y compris chez soi, soit les prostituées de l'époque affichaient ouvertement leurs pratiques, et comment elles étaient prêtes à les concrétiser. En Grèce, les hommes et les femmes y avaient une vie totalement différente. En effet, la femme n'avait aucun droit, vivant sous la tutelle complète de son mari, ce qui pouvait aller jusqu'à vivre dans des pièces séparées au sein de la demeure. Un homme y avait tout à fait le droit à avoir des maîtresses et des concubines, tant qu'il pouvait les assumer. Ceci dit, une femme mariée prise en adultère était condamnée à mort. À Rome, l'attitude générale vis-à-vis de la sexualité était bien plus libérale. En effet, la femme avait un droit de vie, comme elle l'entendait, tant qu'elle restait discrète sur ses relations, au moins en ce qui concerne la classe aisée de la population. Le plus gros palmarès d'amants connus à ce jour dans la Rome antique est tenu par la femme de l'empereur Claude, Messalina, qui avait des douzaines d'amants et s'en vantait ouvertement. La prostitution dans la Grèce antique était réservée à des femmes cultivées, les atéras, c'est-à-dire les femmes éduquées, cultivées et accomplies. Le paiement de leurs services se faisant à la fois en argent et en cadeaux. La sodomie y était monnaie courante, considérée comme le moyen le plus sûr de ne pas tomber enceinte. Curieusement, les atéras étaient les femmes les plus riches et les plus populaires de Grèce. Allez comprendre pourquoi. À Rome, la prostitution était également présente, mais proposée autant par les hommes que par les femmes. Ces services étaient légaux et proposés à tous ceux qui souhaitaient varier de leur partenaire usuel ou qui souhaitaient obtenir des faveurs non données ou non agréées par celui-ci. Petit fait amusant, une paire de sandales de Grèce antique a survécu jusqu'à nos jours. Par curiosité, on l'a plantée dans le sol pour voir la marque qu'elle allait laisser dans la terre. Je vous le donne en mille, c'est l'inscription « Suivez-moi dans les bois » écrite en grec ancien qui est apparue. Du coup, j'essaye d'imaginer la personne qui devait les porter et qui marchait en sortant d'une ville pour aller jusque dans les bois en faisant 100, 200 ou 300 pas. Ça laisse songeur, non ? Le sexe était réellement considéré comme un art à cette époque, au point d'être dessiné sur les murs en mosaïque, sur les vases, la vaisselle, les lits et les drapures. On a même des descriptions de chaises incluant des phallus comme repose-bras. Une chose est à peu près certaine, sur le plan des positions sexuelles, il était d'usage autant en Rome qu'en Grèce que l'homme soit au-dessus de la femme. Une grande différence entre ces régions, c'est qu'à Rome, l'inceste et les orgies étaient courantes. Ces pratiques étaient nettement moins tolérées en Grèce. Donc une orgie consiste en une sexualité libre entre les personnes qui y sont invitées, le tout agrémenté de nourriture et de boissons, généralement en l'honneur d'un dieu, souvent Bacchus. En Grèce, la masturbation était considérée comme bénéfique. Il s'agissait d'un moyen de faire retomber la pression et l'énergie dite négative présente chez l'homme.
Les dildos étaient faits en bois d'olivier, les pads étaient recouverts de cuir et manifestement très prisés vu le nombre d'artefacts qu'on a retrouvés durant les diverses fouilles. Curieusement, le premier ouvrage traitant de sexualité a été rédigé par une femme, et ce au IIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit du livre de la survie, écrit par Philaénis de Samos. Malheureusement, nous n'en avons que quelques fragments qui sont suffisamment explicites. Dans ce qu'on a réussi à retrouver, il n'y est pas fait mention d'actes lesbiens ou de l'utilisation de matériel, mais uniquement de l'art de coucher avec un homme. On n'a pas vraiment retrouvé d'autres ouvrages identiques à Rome, mais il est plus que probable qu'ils avaient au moins l'équivalent, si pas sous forme écrite, expliqué de manière orale. L'homosexualité était très présente en Grèce antique. En effet, il s'agissait d'un lien social entre le plus âgé et son protégé. Le protecteur enseignait le monde au plus jeune qui le lui rendait en faveur sexuelle. Les lesbiennes étaient également très présentes. Le poète Sappho de l'île de Lesbos en parle dans ses vers. Et c'est d'ailleurs de son origine qu'est venu le terme lesbienne. Dans la Rome antique, l'homosexualité et la bisexualité étaient tout autant prisées qu'acceptées. La réputation qui a survécu jusqu'à nos jours est celle de Jules César, dont les ennemis l'appelaient le mari de toutes les femmes et l'homme de tous les hommes. Ça veut bien dire quelque chose expliquant la double sexualité très libre de l'empereur, il me semble. En l'an 0, donc à l'époque de Jésus-Christ, les femmes vierges se débarrassent enfin de la peur d'être ensemencées par le siège des toilettes. En l'an 1, Ovide enseignait l'art d'aimer dans la Grèce antique. En 33, commença la rumeur que la masturbation était tabou et que Dieu nous regardait faire. Lorsque le pouvoir est passé de l'époque romaine à l'Église catholique, c'est-à-dire à peu près au 5e siècle, la liberté sexuelle devint subitement plus austère. Malgré cela, quelques anciennes traditions perdurèrent au sein d'une minorité de personnes. Donc, au 5e siècle, avec l'effondrement de l'Empire romain, ce furent les traditions des peuples conquis qui revinrent au goût du jour. Ainsi, la culture celte, que les Romains voyaient comme des barbares et que l'Église voyait comme des païens à cause du culte de la nature et des éléments, avait une bien meilleure ouverture d'esprit sexuel que les Romains ou les catholiques. Ainsi, les druides, autrement dit les religieux celtes, officiaient en forêt, au contact de la nature, considérant que la sexualité jouait un rôle primordial dans chacun de leurs prières ou invocations. Les enfants étaient élevés dans un environnement d'où étaient exclus l'Église et les restes de l'Empire romain, la base de l'éducation étant la découverte du corps, et ce, dès le plus jeune âge. Ainsi, Drodorus, le druide, était décrit comme enclin à offrir son corps aux adolescents. Ce n'était point vu comme outrageant, mais bien comme un enseignement. En effet, refuser le don du corps de l'autre était considéré comme un affront majeur et insultant au plus haut point. Malheureusement, lorsque l'on parle de la chute de l'Empire romain, on parle également de l'Église à travers l'Europe et de sa hiérarchie imposante et surreprésentée. Et cela est presque normal. Il fallait des points de repère à la population, et les églises jouaient le point central de rencontre pour le peuple. Et l'Église imposa donc son point de vue sur la sexualité, c'est-à-dire strict, restrictif, prônant la chasteté, surtout pour les femmes, et ce au point que pour pouvoir accéder au mariage, il leur fallait prouver être vierges. L'adultère, la masturbation, l'homosexualité devinrent péchés. Seule la sexualité au sein du couple marié était tolérée, surtout pour pouvoir faire reconnaître et accepter une naissance. Saint Paul déclara qu'il valait mieux être célibataire que marié, la sexualité étant la chute d'Adam et Ève. La première église suivit le prêcher de saint Jérôme et de saint Augustin, qui reliaient tous les deux la sexualité à l'échec de l'homme vis-à-vis des dieux. En contraste, certaines religions et traditions libérales ont malgré tout survécu, certaines mieux que d'autres. Ainsi, le festival de Beltane, qui consiste à danser autour d'un poteau enroulé de draperies, est un vestige des cultes pré-romains où l'on dansait autour d'un phallus géant apposé au centre du village. La date de cette fête a été conservée par l'Église, à savoir le premier week-end de mai. Pour celles qui ont mal vécu la transition, nous pourrions parler de Sheila Nagig, la déesse de la fertilité celte. Elle était montrée offrant son vagin grand ouvert de ses deux mains et avait comme responsabilité, selon les mythes celtes, outre la fertilité, la gestion des mondes des morts. Cette figure existe toujours, et ce même au sein des églises.
mais elle est montrée comme un démon des enfers. Sa figurine a été retrouvée dans de nombreux sites datant d'entre la chute de l'Empire romain et le XVIe siècle, dans les églises, les monastères, en Irlande, en Angleterre, en Écosse et en Allemagne, les plus récentes découvertes remontant au XIXe siècle. Les croisades sont l'un des passages les plus marquants et ayant eu la plus grande influence sur cette époque. Pour rappel, il s'agissait d'aller contre la religion islamique en 1906, le but étant d'instaurer la Sainte Loi à travers le monde. Durant cette période, les Européens catholiques entrèrent en contact avec d'autres cultures, en l'occurrence l'islam, et sa vision sacrée et pure de l'amour. Ainsi, selon cette religion, la femme était considérée comme vertueuse. Les chevaliers ramenèrent des croisades les pratiques sexuelles du monde arabe, ce qui donna naissance au XIVe siècle au mouvement dit puritain. L'idée était de réformer l'Église et ses doctrines beaucoup trop restrictives. Le mouvement puritain devenant le protestantisme avec le temps. Mais là, on rentre dans l'histoire des religions et j'ai pas envie de mettre les pieds dans le plat. Avant de continuer, revenons rapidement sur les Indes et l'Arabie. Il est un fait, notre monde, donc l'Europe, doit énormément à l'Asie mineure. En effet, les Indes nous ont donné des écrits très détaillés qui remontent au 7e siècle avant Jésus-Christ. Et on pourrait aussi parler de certains écrits majeurs rédigés par les princes arabes, en l'occurrence de Parfumet Garden, qui est le traité majeur de cette religion. Le Kama Sutra, écrit au IVe siècle avant Jésus-Christ, décrit autant les caractéristiques de l'homme et de la femme, comment se tenir avec chacun, comment gérer ses envies, les moments pour le faire, les mois pour faire l'amour, l'art de s'embrasser, de se toucher et de faire l'amour. Mais certaines versions du Kama Sutra vont même plus loin, expliquant comment s'intéresser à l'art, à la culture et de nombreux autres sujets. D'ailleurs, ce traité était coupé en deux parties, l'une section étant totalement réservée aux hommes et l'autre totalement réservée à la femme. Les thématiques de cet ouvrage majeur ont été exploitées sous un autre titre, à savoir le sexe tantrique, qui fit son chemin vers l'Europe à peu près 400 ans plus tard. Le terme tantrisme provenant de tantra, à savoir les sanskrits. Il s'agit de textes religieux qui ont été écrits au 5e siècle avant Jésus-Christ, s'inspirant entre autres de l'hindouisme et du bouddhisme. Pour faire simple, parce que oui, je vais traiter du tantrisme dans un chapitre totalement dédié à cela consiste à voir l'univers comme de l'énergie pure, l'homme et la femme étant des vecteurs d'énergie, l'acte sexuel devenant la fusion de ces deux forces. Le sexe est donc le moyen de se recharger en énergie si cela est pratiqué en respectant quelques règles. De plus, le tantrisme rend à rendre l'ensemble de la vie érotique et non juste l'acte sexuel. Ainsi, s'embrasser, se toucher, plaire à l'autre et parler sont des moyens d'échanger de l'énergie positive ou négative qui vont influer à la fois sur le corps et le comportement, autant de la personne qui fait que pour la personne qui reçoit. La meilleure partie du tantrisme reste cependant la sexualité dont l'objectif est de la rendre la plus longue possible pour pouvoir expérimenter ce qui s'appelle l'état d'extase. Mais promis, on y reviendra, ça vaut largement tout un chapitre. Lors des croisades, les chevaliers découvrirent les bases de l'hygiène, de la luxure et de la sensualité, des concepts qui ont été oubliés après la chute de l'Empire de Rome et cachés sous l'austérité de l'Église. Remercions donc les croisades au moins pour cela, parce que les chevaliers ont ramené ces pratiques avec eux. Et soudainement, c'est l'ensemble de l'Europe qui s'est mis à se laver régulièrement, à se parfumer et à redécouvrir les joies de la sexualité et de la sensualité. C'est ainsi qu'apparut l'époque dite de la Renaissance. De Parfumet Garden est l'ouvrage majeur qui nous provient d'Afrique et qui a été rédigé par le cheikh Nefzaoui au XVe siècle après Jésus-Christ. Cet ouvrage était exclusivement réservé aux hommes et contenait tous les conseils relatifs à la séduction de la femme ainsi que les pratiques ayant pour trait la sexualité. Rédigé en vers et en prose, il décrivait en outre l'art de se tenir avec une femme, sous-entendu quoi faire pour l'aborder, la garder et la rendre heureuse selon les standards de l'époque en Afrique du Nord. Intéressons-nous rapidement aux Indes et au Japon, encore deux régions qui ont réussi à élever la sexualité au rang d'art.
au point qu'il s'agissait, dans ces deux pays, d'expériences spéciales qui ne devaient absolument pas être publiquement abordées, sous peine de voir le caractère sacré en disparaître. Les aspects de la sexualité sont décrits dans le taoïsme, mais sont surtout enseignés aux geishas. Alors on va commencer par parler de la Chine, qui fut certainement l'un des premiers pays à produire des guides de sexualité destinés ouvertement aux couples et basés sur les fondements du taoïsme, c'est-à-dire des principes du yin et du yang, donc l'homme et la femme, expliquant comment retenir l'éjaculation masculine pour garder son énergie vitale et donc l'intégralité de sa puissance sexuelle. Donc, vers la fin du Xe siècle après Jésus-Christ, un certain Confucius livra un ouvrage expliquant la conduite d'une femme vertueuse. Selon son point de vue, seul le mariage pouvait donner lieu à la sexualité, et si possible, dans le but d'enfanter un fils, et non une fille. Le fondement de la relation étant le rôle du père, et surtout du futur père. Les règles émises étaient vraiment strictes et définissaient le rôle de l'homme et de la femme au sein de la famille. Ainsi, un homme marié ne pouvait être accusé d'adultère que s'il l'avait réellement fait avec une femme mariée, tandis que la femme adultère pouvait être condamnée quel que soit le statut de son amant. Pour aller plus loin, l'éducation des enfants se réalisait en mode séparé, c'est-à-dire que les garçons étaient élevés d'un côté et complètement dissociés des filles, créant ainsi la méconnaissance du sexe opposé et permettant la ritualisation de la vie, allant jusqu'à la rencontre, le couple, et l'art d'avoir une sexualité. Vers le XIIe siècle, toujours en Chine, c'est une pratique étrange qui fit son apparition, à savoir l'art de bander les pieds des femmes. Tout d'abord au sein des danseuses et du petit peuple, puis jusqu'aux enfants de l'aristocratie. La croyance voulait qu'en agissant de la sorte, on pouvait stopper la croissance de la femme et ainsi lui faire garder un vagin d'enfant, c'est-à-dire ferme et étroit. Évidemment, il n'en était rien. Ça a juste servi les femmes à les empêcher de pouvoir se tenir droites, les laissant légèrement courbées et les obligeant à marcher à très petits pas. Une posture qui a empêché la femme asiatique d'atteindre un rôle social important. Dans la même période, toujours en Chine, s'installa le contrôle des familles voulu par les mandarins, ce qui impliqua une intolérance à la non-conformité vis-à-vis des règles en cours, bien que l'aristocratie était polygame, mais cela devint formellement interdit à la classe populaire. La morale des gens, donc la manière de penser et d'agir, commença à être surveillée et surtout rapportée à l'État. Le Japon était également un État conservateur où la relation entre les sexes était strictement ritualisée. L'homosexualité y était illégale, mais considérée comme acceptable dès qu'il s'agissait de samouraïs. Durant la période Edo, donc entre 1603 et 1867 apparut, le style de vie Yuko, c'est-à-dire le bateau flottant, qui prônait la recherche des plaisirs à travers le théâtre, les maisons de thé et les hôtels. Ce fut la première légalisation de la prostitution au Japon et la création des districts rouges, c'est-à-dire les Yoshiwara. Ce fut également à cette époque que les geishas entrèrent en jeu, non pas comme des prostituées, mais comme de belles femmes, raffinées et cultivées, éduquées pour divertir les autres avec une conversation de qualité, l'art de la danse, de la poésie et du chant. On pouvait sans aucun doute distinguer une geisha de toute autre femme de par sa tenue, c'est-à-dire un kimono de haute qualité, un maquillage très prononcé et une coiffure bien spécifique. Les geishas se trouvaient là où les hommes allaient, c'est-à-dire dans les maisons de thé. En parallèle aux geishas existaient également les yujo, c'est-à-dire les prostituées. C'est triste à dire, mais le style de vie des geishas n'a que très mal vieilli. Il a commencé vers les années 1600 et en 1920, nous pouvions compter encore 80 000 femmes travaillant sous ce statut. De nos jours, le statut de geisha persiste uniquement pour divertir les touristes. Mais revenons à l'Europe continentale et nos dates importantes. En 1355, l'homme découvre les joies de la nécrophilie, donc utiliser un cadavre à des buts sexuels. En 1474, Lorenzo de Médicis devint le premier et le dernier homme à faire l'amour publiquement durant une foire de la Renaissance. En 1485, Léonard de Vinci choisit librement de dessiner un homme dans des cercles, et non une femme, ou de dessiner les deux en vis-à-vis. Je vous laisse en tirer les conclusions qui s'imposent. Ce qui nous amène tranquillement à l'époque coloniale.
Donc l'époque où on a découvert le monde et où on a commencé à le coloniser en partant d'Europe. Ce qui amena à des échanges culturels et dans notre cas à des échanges sexuels déstabilisants. Tout cela a eu des effets profonds, aussi bien sur les peuples, colonisés que sur les colonisateurs. Donc, la colonisation consistait à partir d'Europe pour découvrir le monde. Malheureusement, ce processus fut plus destructeur que vous ne l'imaginez. En effet, les colonisateurs emmenèrent avec eux les virus et les microbes envers lesquels les indigènes n'avaient aucun moyen de défense. Ainsi, la population du Yucatan au Mexique passa de 25 millions d'âmes à moins d'1,5 million rien qu'avec la venue des Espagnols. En retournant vers le vieux continent, les Espagnols et les Portugais rapportèrent avec eux la syphilis, qui sévit pendant près de 400 ans en Europe. En 1801, le travail des enfants dans les champs fut autorisé et laissa du temps libre aux parents pour refaire des enfants morts suite à ces travaux qui étaient vraiment pénibles et démesurés pour leur âge, autant que pour leurs conditions de vie. Mais ce n'est pas que de maladies qu'il est question. En effet, la première phase de la colonisation se contentait des ports et des petits postes avancés, voire d'un camp militaire pour protéger les nouvelles installations. Mais dès 1815, les colons s'enfoncèrent plus loin dans les terres. Ils emportèrent avec eux leur vision de la vie, autant courante que du couple, c'est-à-dire le mode de vie du vieux continent et ses doctrines mises en avant par l'Église catholique. Leur but étant de convertir les indigènes à ces règles de vie, allant jusqu'à déclarer leur mode de vie et de sexualité complètement immoral. Ainsi, les sites sacrés découverts furent déclarés obscènes et interdits de visite et d'utilisation. Je vous laisse imaginer le résultat sur les indigènes. Mais revenons un petit peu à ce qui nous intéresse, à savoir les pratiques sexuelles à travers le monde. Un premier fait est que lorsque les colonisateurs européens arrivèrent en Polynésie, leur première rencontre fut avec des femmes dont la poitrine n'était jamais couverte. Elles étaient désireuses de réaliser des échanges, tels qu'avec des objets en métal ou des vêtements, avec les Européens. Devinez ce que ces dames proposaient en échange ? Des faveurs sexuelles. Il leur fallut un moment quand même pour réaliser que l'équivalence était injuste. En effet, les colons donnaient des vêtements de bas de gamme ou des objets fragiles. Dès lors, elles commencèrent à se faire payer en bijoux pour obtenir des faveurs. Dans les îles du Pacifique, les Européens eurent affaire avec de nombreuses attitudes différentes. Un point commun, vu le climat, la nudité ou la semi-nudité était quelque chose de tout à fait normal. En Polynésie, Micronésie, Mélanésie, l'inceste était tout à fait acceptable. Par contre, sur les îles Maoris et de Nouvelle-Zélande, c'était totalement illégal. Les prêtres européens tentèrent d'inculquer aux natifs les positions sexuelles dites acceptables, prétendant que seules celles-ci permettaient de plaire à Dieu. Voilà d'où provient le terme missionnaire. Il s'agit du nom donné par les premières peuplades à ces positions inculquées de force. Au début du XXe siècle, nous nous sommes intéressés à la sexualité des îles des natifs du Samoa. Évidemment, celle-ci avait un petit peu évolué depuis le XVIIIe siècle, mais ce qu'on a réussi à en sauver est qu'à cette époque, tout était organisé autour de la famille. La vie était publique. Les enfants étaient témoins de tout, de la naissance à la mort, en passant par les actes sexuels. Les Samoa considéraient la sexualité comme un appétit à satisfaire, auquel il ne fallait pas vraiment lier d'émotions particulières. Ainsi, si l'homme partait, quelle que soit la raison, il s'attendait à ce que sa femme ne lui soit pas fidèle, et inversement, la femme se doutait bien que l'homme allait avoir des rapports ailleurs avec d'autres. Les femmes pouvaient donc librement avoir des amants et s'en plaire sans avoir à tomber amoureuse, ça ne gênait personne. Les relations sexuelles hors mariage étaient presque encouragées, tant que les personnes concernées étaient du même âge. C'est aussi de cette manière que les couples finissaient par se marier, le cas échéant. Des rendez-vous secrets pouvaient avoir lieu, nommés les rendez-vous des palmiers. Mais ils n'avaient rien de secret puisque les amants s'assuraient que tous étaient au courant du développement du couple. On pourrait donc parler de jeux érotiques. Curieusement, la notion de viol n'existait pas. Il était considéré comme un jeu et une pratique sexuelle dont l'objectif consistait à suivre une femme et à jouer à être son amant. Le but pour l'homme étant de ne pas se faire prendre à harceler une femme sous peine de moqueries réalisées par les plus jeunes. Le but de la femme était soit de se laisser faire, soit de crier au harcèlement pour que le garçon soit ridiculisé.
Ce qui nous amène tranquillement à l'époque victorienne, et donc le 19e siècle, l'époque qui a connu les plus grandes avancées de la science, de la médecine, et surtout la compréhension de la sexualité. Sachez que les fondements actuels du couple et de la sexualité qu'on a maintenant sont ceux qui ont été émis durant cette période. Donc, vers la fin du XVIIIe siècle, l'Europe a connu l'industrialisation, ce qui a profondément changé le mode de vie de l'être humain. Par voie de conséquence, avec le travail abondant, les villes se sont développées et les convenances sociales datant du Moyen-Âge ont été vraiment revues et corrigées. Ces changements de mentalité ont permis un nouveau rapport au couple ainsi qu'à la sexualité. Les plus jeunes quittaient ainsi les campagnes pour les villes, autant pour l'emploi potentiel que pour avoir une chance de rencontrer plus de monde, et surtout de rencontrer des partenaires du sexe opposé et de découvrir cette nouvelle liberté qui était établie dans les villes. C'est d'ailleurs avec l'apparition de la ville que les maisons closes ont commencé à émerger au sein de ces grandes villes, ce qui fut évidemment un grand vecteur pour drainer de la population dans ces villes. À cette époque, la femme fut considérée selon deux images, soit la gentille femme au foyer ou la prostituée, la femme ne pouvant être que l'une ou l'autre. Généralement, à défaut de pouvoir être la femme au foyer, elle devenait prostituée par besoin pour vivre. En effet, le travail en usine étant réservé aux hommes. La famille jouait un rôle important dans le sens où la femme mariée avait comme rôle de tenir et de gérer les enfants et de tenir et d'entretenir la maison. Dès lors, l'homme avait tendance à se réserver le droit à une maîtresse, le plus fréquemment une prostituée. Le sujet de la sexualité fut banni des discussions sous prétexte de la moralité. En Angleterre, ce tabou fut encore accentué avec la création de la Société de la suppression des vices. Nous sommes en 1802 et durant près d'un siècle, cette confrérie partit en croisade contre toute forme d'obscénité. Cela menait à une telle ignorance du sexe et de l'anatomie en général que voici le résumé d'une interview vraiment étrange. Ainsi, la journaliste Mary Stopp a interviewé un jeune homme dont le propos était que lorsque sa femme avait un orgasme, il en était terrifié, la croyant possédée, il n'osait plus l'approcher, voire même lui parler. Elle est songeur. La redécouverte de la sexualité a paru avec la science. Énormément d'articles sont parus durant cette époque, généralement le fruit de collaborations entre scientifiques. Ainsi, le théoricien, philosophe et sociologue Herbert Spencer, 1820-1903, croyait que l'homme était l'agent actif de la sexualité, éjectant de l'énergie catabolique, tandis que la femme sédentaire et passive recueillait et stockait cette énergie. Bref, ce n'est pas avant 1850 qu'il a été déterminé que le sperme de l'homme fertilisait l'ovule de la femme. Cette découverte vit l'afflux de nombreux nouveaux scientifiques prompts à explorer ce sujet de science. La science a également pu aider à classifier les tendances érotiques et sexuelles. C'est ainsi qu'en 1880 fut établie la notion d'hétérosexualité et d'homosexualité. Le préservatif, bien qu'ayant été inventé à Londres en 1660, devint enfin populaire en 1880, après qu'on l'ait un tout petit peu modernisé. En effet, sa version originelle était fragile et avait tendance à s'égarer dans le vagin de la femme. L'ajout d'un ruban à sa base régla ce problème. Le préservatif connut son essor comme moyen d'éviter les maladies sexuellement transmissibles qui n'étaient que bien trop fréquentes dans les villes. L'ère victorienne fut également l'âge d'or de la pornographie. La fin du XVIIIe siècle avait déjà vu apparaître les premiers ouvrages pornographiques sous la forme des nouvelles du marquis de Sade, entre autres. En début du siècle, ce fut le tour de l'Angleterre de connaître ce type de mouvement, puis plus tard les États-Unis. Et ce fut au pays de l'oncle Sam que les pics de vente de catalogues érotiques contenant ces textes furent atteints. Il y était tout aussi simple d'acheter un ouvrage pornographique qu'un journal en kiosque. Avec la photographie et les méthodes d'impression de papier de moins en moins coûteuses, la pornographie prit un nouvel essor sous la forme de photos de voyeurisme dites à travers du trou de la serrure. Le XXe siècle a quant à lui vu des changements majeurs dans l'attitude vis-à-vis de la sexualité sur une très courte période de temps. Cependant, toute la première partie de ce siècle était tenue par les croyances des siècles précédents, à savoir que la sexualité rendait sale, que ce sujet ne devait pas être abordé entre personnes respectables. L'éducation sexuelle ne fut que tardive, les gens apprenant la sexualité à travers les rumeurs et ce que les vieilles dames avaient à en dire.
Durant le début du XXe siècle, il est encore d'usage que les jeunes femmes de la classe moyenne soient vierges et curieuses de la sexualité, mais refusant d'en parler, ainsi que refusant toutes les avances d'un éventuel partenaire. Ceci dans le but de devenir une bonne mère, une bonne femme d'intérieur. L'homme, quant à lui, devait être celui qui connaît et maîtrise la sexualité et qui va pouvoir initier la femme à ses plaisirs. L'expérience sexuelle de l'homme étant acquise auprès des prostituées, rencontrées dans les quartiers chauds ou dans certains hôtels spécialisés. La Première Guerre mondiale causa un énorme bouleversement social. La période de l'entre-deux-guerres était une période de relaxation sociale et un abolissement des tabous sexuels. En effet, durant la Première Guerre, les femmes ont gagné une certaine indépendance financière, prenant la place des hommes dans les usines. Ceux-ci étaient occupés par l'armée et par la guerre. Durant les 30 Glorieuses, les femmes commencèrent donc à se mélanger plus librement avec les hommes, se créant ainsi un réel cercle d'amis composé à la fois d'hommes et de femmes. Les jeunes femmes de 1920 commencèrent à fumer en public, à flirter, à utiliser du maquillage et à parler ouvertement de sexualité. C'est-à-dire tout le contraire du siècle précédent qui s'étirait jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. Ces changements eurent des impacts sur la société, mais plus particulièrement sur les basses classes et la classe moyenne, l'aristocratie ayant toujours été libertine, mais en privé et bien à l'abri des regards. Les gens commencèrent enfin à apprécier la liberté sexuelle, entre autres à travers la mode. En effet, les corsets commencèrent à se remplacer par des shorts courts et des hauts déshabillés. La littérature, le cinéma, le théâtre, l'art, la publicité et même la musique commençaient à s'inspirer de la sexualité. Écouter du jazz, surtout de cette époque, il s'agit d'une musique dont les notes invitent à la sexualité et la sensualité. Il s'agit souvent d'un échange et d'une communication entre les instruments, où l'un est grave et puissant représentant l'homme, et l'autre est plus mélodieux et plus aigu représentant la femme. Le divorce, qui était compliqué à obtenir jusque-là, étant synonyme de honte sociale, devint plus commun et accepté. Ceci dit, l'homosexualité restait toujours considérée comme un crime. Un fait intéressant, au milieu du XIXe siècle, la ville de Londres comptait 80 000 prostituées. New York en comptait seulement 35 000. Il s'agissait de femmes majeures selon les lois de l'époque, à savoir de plus de 13 ans. Comme les préservatifs n'étaient pas encore totalement répandus, les grossesses non désirées étaient courantes, tout comme les maladies sexuellement transmissibles. Selon les études réalisées, près de 75% des hommes de cette époque ont eu au moins une maladie sexuellement transmissible. C'est au début du XXe siècle que deux personnes publièrent un essai important. L'anglaise Havelock Ellis, 1859-1939, et l'allemand Magnus Hirschfeld, 1868-1935. Leur but était simple, faire admettre les droits des homosexuels et des lesbiennes. Leur sujet majeur était de revoir l'attitude face à l'homosexualité, les travestis, la masturbation, prenant ces pratiques comme des variantes de sexualité et non comme une évidence de démence. Magnus Hirschfeld mena les premières études sérieuses autour de la sexualité en 1903. En 1925, il fonda le premier institut d'études sexuelles à Berlin, qui fut détruit malheureusement en 1933 par les nazis. Sigmund Freud, 1856-1939, eut une influence considérable sur les vues de la sexualité et la psychologie en général. Il tenta d'expliquer les comportements basés sur les travaux en neurologie et en psychologie. Alfred Adler, un collègue de Freud, explora les mêmes sujets sans pour autant arriver aux mêmes théories. Margaret Sanger était le 6e enfant d'une fratrie de 11. Elle a vu sa mère mourir suite à des grossesses répétées trop rapprochées. Elle décida donc de se dévouer à la cause des femmes en devenant infirmière. En 1912, elle commença à publier des colonnes éducatives sur la sexualité dans un journal de New York, regroupé en un ouvrage nommé « What Every Girl Should Know », donc ce que toutes les femmes doivent savoir. Ce qui lui valut malgré tout des poursuites judiciaires pour obscénité publiée. Elle fuit donc les poursuites en se rendant à Londres. Une fois le délai légal passé, elle retourna aux États-Unis pour ouvrir une clinique de contrôle des naissances à Boston. Elle fut néanmoins enfermée par les autorités seulement 9 jours après son ouverture et fut envoyée en prison. Nous sommes en 1917.
Malgré son court séjour derrière les barreaux, elle continua son combat, gagnant plusieurs procès visant à ouvrir des cliniques pour femmes. Comme les gens utilisaient le droit à la sexualité libre, les grossesses illégitimes apparurent en masse, tout comme les demandes d'avortement et les moyens efficaces de contraception. De plus en plus de personnes étaient demandeuses d'informations claires et précises sur la sexualité. C'est donc en 1916 qu'ouvrit la première clinique familiale aux États-Unis, par Margaret Sanger. Elle y donnait des cours de sexualité tout en organisant la distribution de diaphragmes. C'est en 1921 que son pendant ouvrit en Angleterre, établissement géré par Mary Stopes. Il faut savoir que l'accompagnement à la naissance n'était accordé qu'aux couples légitimes, en aucun cas aux célibataires, cohabitants ou pour les plus jeunes, donc non majeurs et non mariés. Les gens n'étaient pas satisfaits de ces règles, à savoir de privilégier uniquement les couples mariés. C'est à grand renfort de manifestations que le peuple, tant côté Europe que côté des États-Unis, tentèrent de faire fermer ces cliniques, sans succès. Mary Stopes était une scientifique qui publia en 1918 A Married Love, donc l'amour marié, un guide sexuel écrit en langage clair et précis, donc sans prose, qui fut suivi de Wise Parenthood, A Guide to Birth Control. Donc, comment est-ce qu'on peut traduire ça ? Être un parent avisé, un guide pour contrôler les naissances. La clinique qu'elle a ouverte à Londres avec son second mari, H.V. Rowe, devint la fondation Stone, qui devient à son tour la British Family Planning Association. Durant la Grande Dépression en 1930, certaines femmes transformèrent leur vagin en sac privé. Notez que les passeuses de drogue continuent ces pratiques à l'heure actuelle. En 1934, Bonnie et Clyde font l'amour et Clyde garde sa semence, dans un frigo, dans des petits pots, inventant ainsi le concept de la banque de sperme. Durant la Seconde Guerre mondiale, en 1942, Rosie de Rifter encourage les femmes à participer à l'effort de guerre en devenant lesbiennes, également en prenant la place des hommes dans les usines. En 1945, après la découverte des horreurs nazies, le harcèlement sexuel devint subitement moins grave. La fin de la Seconde Guerre mondiale a apporté encore plus de changements sociaux que la première. En effet, la rigidité de la société était brisée à jamais. En 1950, c'est la qualité de vie des foyers qui se vit accrue en confort. La classe moyenne percevant enfin un salaire décent et disposant de plus en plus de temps libre. Les stars de cinéma devenaient des symboles, pour ne pas dire des sex-symboles, de par leur attitude et le glamour dont elles faisaient usage en public. Les publicités à la télévision, nouvellement installées ou dans les cinémas, faisaient la promotion de la sexualité épanouie, allant même jusqu'à diffuser des films classés X de nos jours, pour ne pas dire érotiques selon nos standards actuels, mais classés pornographiques à l'époque. Bref, l'attitude sociale avait complètement changé. L'homosexualité et l'avortement devenaient enfin acceptés, décriminalisés, même au moins aux États-Unis, dépendant malgré tout des lois de chaque État. En 1960, le contrôle des naissances par couple devient la première manière pour la femme d'être certaine de toucher à la sexualité. En effet, si un couple a atteint le quota d'enfants, il se sépare, laissant donc à une autre femme la possibilité de la sexualité. En 1961, le terme de salope est attribué aux femmes qui choisissent avec qui elles ont des rapports sexuels, autant que le moment pour les 10 rapports, c'est-à-dire l'art d'éviter de tomber enceinte. La voiture joua un rôle important dans la vie érotique et sexuelle des plus jeunes dans ces années-là. Ce n'était pas qu'un engin permettant d'aller du point A au point B, c'était un espace privé qui pouvait être déplacé et qui pouvait servir à rendre visite autant que de chambre mobile. Tous ces changements ne passèrent pas inaperçus auprès des sexologues. De 1940 à 1960, Alfred Kreyser, Masterer et Johnson rédigèrent de nombreux articles sur l'attitude sexuelle aux États-Unis. Leur sujet de prédilection étant l'importance de l'éjaculation précoce. L'impotence et l'éjaculation précoce. Leurs travaux servirent de base aux thérapeutes sexuels. Mais le plus grand changement était encore à venir, 1960 et les années permissives.
C'est-à-dire que dans ces années-là fut introduite la pilule contraceptive sur le marché public. Elle était déjà très efficace, malgré quelques effets secondaires mineurs. Pour la première fois, les deux sexes pouvaient pratiquer la sexualité au titre de récréation, oubliant ainsi tous les risques de grossesse non désirée. La sexualité n'était plus réservée qu'aux couples mariés. C'est à partir de là que les gens commencèrent à expérimenter les alternatives sexuelles. Ainsi, on faisait l'amour à la piscine, en groupe, au mariage, et cela fit naître un sentiment d'insécurité et de suspicion de tromperie au sein des couples. En effet, pour la classe aisée, les country clubs commençaient à apparaître, les membres payant pour disposer d'un pied-à-terre pour y retrouver une maîtresse durant les week-ends. Le premier country club ouvrit en 1968 en Californie et fut nommé le Sandstone, proposant à ses membres un espace de lecture érotique de toutes sortes, des pratiques sexuelles, des discussions de groupe ainsi que des ateliers de travaux pratiques. En 1970, ce sont les sex shops qui commencent à ouvrir leurs portes, proposant les accessoires sexuels, puis de bondage et de BDSM. Cette décennie, donc 1960-1970, affecta la notion de couple marié. Les couples, ainsi que les attentes sexuelles, autant des hommes que des femmes. Les femmes voulaient apprendre la sexualité autant que leur corps et l'orgasme. Beaucoup d'entre elles n'avaient jamais connu ces sensations et savaient encore moins comment les obtenir. Betty Dodson aux États-Unis et Ann Hopper en Grande-Bretagne créèrent des ateliers sexuels destinés aux femmes dans le but de leur apporter ces réponses. Les femmes utilisèrent ce savoir et ce sont les hommes qui se sentirent dépassés et à leur tour désiraient de combler leurs lacunes. C'est ainsi que les guides sexuels apparurent en librairie. Alex Comfort a ainsi écrit Joy of Sex. Ann Hopper est l'auteur de Ultimate Sex Guide, deux ouvrages qui devinrent rapidement des best-sellers. Betty Dodson publia un ouvrage sur la sexualité en solitaire, aidant à faire tomber les tabous de la masturbation. Le titre original étant The Wonder of Solo Sex, puis renommé en Sex for One. La profession de thérapeute sexuel apparut en 1970 et fut une profession prisée jusqu'en 1980. Ainsi, des thérapeutes comme Lonnie Barbach, Helen Singer, Kaplan et William Attman en furent les pionniers. Durant une époque qui a perduré jusque peu, donc début 1980, les femmes étaient interdites de découvrir leur corps, leurs mains étant plus utiles à la cuisine ou au plaisir de l'homme. Dès lors, le sexe féminin fut l'objet de légendes et de spéculations pour le moins étranges, telles que le sexe féminin et les portes du paradis, pour ne citer que l'image la plus agréable, mais également que le clitoris est un démon et que le vagin est l'antre du dragon fertile. Ça laisse songeur. Mais 1980 fut également marqué par l'apparition du sida. Lorsqu'il fut répandu, la plupart des gens commencèrent à se méfier de la sexualité. Mais cet aspect négatif ne dura pas. La publicité pour les préservatifs et les moyens d'éviter les MST furent d'une très grande aide et sont toujours d'actualité. En 1981, on découvre que la cocaïne a des effets sur la sexualité, la rendant beaucoup plus intense. En 87, on commence enfin à honorer les victimes du sida. En 1998, nous inventons le Viagra, autant pour le plaisir de l'homme que la femme. En 2008, la sexualité et être sexy deviennent le must-be que tout le monde doit essayer et on décide que les vampires sont sexy. Les fans de Vampire Diaries diront que c'est une très grande œuvre. Je reste sceptique. Ces dernières années, c'est la médecine qui aide à la sexualité, entre autres avec le Viagra amélioré ou l'injection d'hormones. Jusque-là, on ne prêchait que l'exercice et d'avoir une vie saine pour disposer d'un grand pouvoir sexuel. Ces apports ont permis à la population d'être active bien plus longtemps sur le plan sexuel que durant toute l'histoire de l'homme et sa sexualité jusque-là. J'aimerais terminer ce gros chapitre, qui fait déjà à peu près 1 heure, par quelques statistiques, histoire de pouvoir vous aider à vous placer par rapport à la sexualité. Ainsi, le zoologue Alfred Kinsey fut le premier scientifique à étudier le comportement sexuel de manière méthodique. Malgré qu'il n'ait pas fait d'études en laboratoire, ses recherches sur la population américaine des années 40 constituent une part majeure dans ce que nous appelons encore aujourd'hui la normalité des rapports sexuels. Le dit rapport a choqué la classe moyenne anglo-saxonne de l'époque. Il nous dit que 96% des femmes et 96% des hommes et 85% des femmes interrogées ont admis se masturber, prétendant que la masturbation permet d'améliorer les qualités de vie du couple.
La plupart des femmes interrogées ont ainsi admis être capables d'atteindre l'orgasme durant les rapports sexuels, le fait qui était mis en doute durant cette époque. 14% des femmes interrogées ont également admis pouvoir atteindre des orgasmes multiples. La sexualité avant le mariage était considérée comme quelque chose de normal par tous les participants de cette enquête. 37% des hommes interrogés trouvaient normal d'avoir des rapports homosexuels ou avaient admis avoir essayé au moins une fois ce type de rapport. Sur la base de ces informations, Kinsey a établi que la sexualité la plus présente était l'homosexualité masculine, suivie de l'homosexualité féminine, et loin derrière le couple traditionnel dit hétérosexuel. Durant les années 50, le sexologue William Master et Virginia Johnson ont mené leur groupe d'enquête sur les relations de couple, et ce dans le but de comprendre ce qui se passait durant un orgasme. Vous l'aurez compris, il s'agissait pour les participants d'avoir des relations sexuelles en laboratoire et d'être observés. Cette étude a confirmé que la femme peut atteindre l'orgasme ainsi qu'avoir des orgasmes multiples. Le doute n'était plus permis. La taille du sexe masculin n'influe aucunement sur la qualité du rapport sexuel. C'est démontré par cette enquête. Ils ont aussi pu établir que l'orgasme se décompose en 3 phases, à savoir l'excitation, l'orgasme et la retombée euphorique. Cette réponse corporelle à l'orgasme est strictement identique pour l'homme et pour la femme. Enfin, ils ont constaté que la théorie de Freud sur la qualité de l'orgasme clitoridien ou vaginal n'avait strictement aucun lieu d'être et était totalement infondée. En 1974, c'est la féministe Cher Hittel qui s'est collée à la tâche d'un rapport scientifique. Celui-ci a démontré que seulement 29% des femmes interrogées atteignaient régulièrement l'orgasme durant la sexualité de couple. 82% des femmes pratiquaient la masturbation. Ces résultats ont eu pour conséquence de rassurer et de déculpabiliser les hommes, enlevant la pression liée à la qualité de leur rapport sexuel, puisqu'il semblait normal que les femmes ne jouissent pas systématiquement. Une étude conduite en 1994 et basée sur 18 876 hommes et femmes en Angleterre établit les statistiques suivantes. La fréquence des rapports sexuels durant les 4 dernières semaines précédant l'enquête chez les femmes de 20 à 29 ans et les hommes de 25 à 34 ans est de 5 rapports. Le nombre de relations sexuelles sur la même période décroît de moitié pour les hommes de 55 à 59 ans, tandis que la moitié des femmes du même âge n'avaient plus de rapports du tout. Le plus grand nombre de rapports enregistrés par un couple est de 130 fois sur 4 semaines. La plupart des personnes interrogées ne sont intéressées que par le sexe traditionnel, c'est-à-dire la pénétration vaginale. 70% des personnes interrogées pratiquent le sexe oral et seulement 13% d'entre eux pratiquent le sexe anal. 6% des hommes ont admis avoir eu des rapports homosexuels, tandis que 3% des femmes ont admis avoir eu des rapports avec d'autres femmes. Voilà, j'espère que ce petit cours d'histoire et ces quelques chiffres vous auront ouvert les yeux sur la sexualité à travers le monde et à travers l'histoire et vous aident à vous placer par rapport à votre identité sexuelle et à votre couple et son épanouissement. La suite des podcasts va vous expliquer comment vous épanouir et comment sortir de ces statistiques pour être un couple exceptionnel et un amant inoubliable. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et je vous dis rendez-vous au prochain podcast.